Je veux vivre des choses intenses tout le temps avec les gens que je rencontre. J'ai envie de voir les gens et que les gens me voient. J'ai envie d'avoir des relations qui soient belles et intenses, de faire professionnellement le mieux avec moi-même. J'ai envie d'être la meilleure amie qui soit, la meilleure amoureuse qui soit, la meilleure maman qui soit. AVS avec Philippe Robichon. À votre bonne santé, c'est reparti pour une semaine santé sur Beurre FM avec mon invité Fanny Nussbaum. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, merci. J'ai deux choix pour vous présenter. La 1 ou la 2, vous voulez ? La 2. Vous voulez la 2 ? S'il vous plaît. Alors je vais pas tricher. Alors, je reçois ce matin une femme gauchère de sang juif, française, italienne et de petite taille. Est-ce que ça vous indigne si je vous présente comme ça ? Je suis profondément indignée. Non, ça m'indigne pas du tout. Et normalement, j'ajoute non pas naine. Et pas naine, oui, de petite taille et pas naine. Mais vous voyez, j'ai pas osé le dire, mais j'aurais pu le dire, oui, effectivement. Mais oui, alors non, ça m'indigne pas. Et pourquoi ça m'indigne pas ? Parce que tout est vrai et que finalement c'est pas grave. Pourquoi on s'indignerait de choses qui nous parce que l'indignation dans notre société aujourd'hui, c'est important. Exactement, et je dis que l'indignation, c'est la pirouette de la pensée. En fait, quand on s'indigne... C'est pas de vous, ça, l'indignation, c'est la pirouette de la pensée. Si, c'est de moi. Ouais. Non, ce qui est de Nietzsche, c'était ça que vous vouliez dire. Oui, voilà, ouais. C'est nullement autant qu'un homme indigné. Ça, c'est de Nietzsche, ça, c'est de Fredo. Et moi, c'est donc l'indignation, c'est la pirouette de la pensée. Et je suis ravie que vous m'ayez confondu avec Nietzsche. Avec une pirouette ou une girouette. Ou une girouette, je suis une girouette aussi qui s'assume. Alors là, ça part dans tous les sens, je ne sais plus quoi dire. Bon, alors pour toute autre présentation, vous êtes docteur en psychologie et chercheur associé en psychologie et neurosciences. Vous êtes entrepreneur, auteur, conférencière. Vous êtes aujourd'hui stand-upeuse avec une conférence spectacle sur l'intelligence et la performance. Ça, c'est votre façon à vous innovante de faire des conférences. Oui, j'avais envie que ça me ressemble, enfin en tout cas que ça ressemble à ce que j'ai envie d'être, c'est-à-dire proposer quelque chose qui à la fois soit sérieux, parle d'intelligence, de performance, de cerveau, puisque c'est ce sur quoi je travaille, mais aussi avec humour et philosophie, les deux choses que j'aime dans la vie et dans la relation. Et le message souvent passe mieux d'ailleurs comme ça. Oui, vraiment ça plaît beaucoup et je peux toucher comme ça un public plus large et j'en suis vraiment contente. Pour continuer sur la présentation, vous êtes ce qu'on appelle une philo-cognitive. C'est un terme que vous avez inventé il y a une quinzaine d'années pour combler un vide, puisque vous ne trouviez pas le bon mot pour définir ce qu'on appelle les zèbres, les HP, les HPI maintenant grâce à la série de TF1. Exactement, philo-cognitif, HPI, zèbre, surdoué, précoce, tous ces termes-là et aucun, je trouve, et puis beaucoup le trouvaient, ne décrivait précisément ce phénomène de cette appétence pour la pensée, ce besoin de penser en permanence, ces questions qu'on se pose toujours. Et donc voilà, j'ai trouvé ce terme-là, philo pour aimer, investir massivement, et puis cognition pour la pensée, la connaissance. Donc un philo-cognitif, c'est quelqu'un qui aime, qui investit beaucoup la pensée, même si la pensée le fait souffrir parfois. Et vous êtes existentialiste et embelliste. Encore un nouveau mot. Alors ça, c'est vous adorez inventer des mots pour définir des comportements, des façons d'être. Oui, je sais pas. En fait, j'adore les mots, donc j'aime bien m'amuser avec les mots. Et puis, quand je trouve pas ce qui me convient dans le vocabulaire qui existe déjà, alors j'invente. Et donc là, l'embellisme, ça parle de. C'est une religion que j'ai créée, un mot et une religion, et qui applique la philosophie existentialiste et j'ai piqué je suis partie de Nietzsche, puisque vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce philosophe. Je suis partie de Nietzsche qui dit notamment je serai de ceux qui rendent belles les choses et qui parle de l'embellissement et il parle beaucoup d'embellir sa vie, de chercher à trouver une forme d'esthétisme dans la vie, de se rendre plus grand, plus beau, plus fort et voilà, donc c'est à partir de ça et de cette philosophie de l'existentialisme que j'ai créé ce mot embellisme. Et vous êtes là pour nous parler de votre nouveau livre qui s'appelle L'art de l'excellence aux éditions Alizio. En finir avec la dictature des humanistes. Qui sont ceux que vous appelez les humanistes ?
ce sont on peut dire les nouveaux humanistes, surtout depuis les Lumières en fait. Autrefois, l'humaniste c'était quelqu'un qui, à l'époque de la Renaissance, quelqu'un qui travaillait ses humanités en fait. Et c'était une période où on voulait redonner sa dignité à l'homme. Et pour lui redonner sa dignité, il travaillait ou on lui faisait travailler son grec, son latin, toutes ces disciplines nobles. Et puis plus tard la philosophie, les sciences. Donc c'était ça, étudier ses humanités. Donc un humaniste... D'ailleurs, on disait je fais mes humanités. Hein. C'était une expression courante. Tout à fait courante, exactement. Et donc faire ses humanités, ça voulait dire travailler sur soi, se discipliner pour s'élever, pour devenir quelqu'un de plus digne en tant qu'homme. Et puis à partir de Diderot et d'Alembert, du dictionnaire de Diderot et d'Alembert, des Lumières en fait, eh bien on a trouvé une nouvelle définition à l'humanisme et à ce que c'était qu'un humaniste. Et là, c'est pour la première fois qu'on a vu apparaître cette dimension philanthropique de l'humanisme. On n'était plus là pour s'élever, pour devenir un plus grand soi-même, pour retrouver sa dignité, mais on était là simplement pour aimer son prochain, pour aimer l'autre. L'humaniste, c'est devenu celui qui aime l'être humain et qui a envie de le promouvoir et de lui vouloir du bien, d'être bienveillant envers l'humain. Vous assumez aujourd'hui d'être, on va dire, clivante. Oui, quand on me dit que je suis clivante, ça ne me dérange pas. Je trouve que être clivant, ça veut dire proposer quelque chose de fort. En fait, je lutte en permanence contre la tiédeur, la tiédeur du monde, la tiédeur des gens. J'ai une certaine aversion pour la communication non violente, ce truc un petit peu... Nous, c'est quelque chose dont on parle beaucoup avec Karima Chalibaoui, tous les mercredis, la CNV. Ah, c'est vrai, on développe la CNV chez vous ? Oui, la communication non violente, mais pas que. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup, on parle beaucoup de communication non violence. Vous, c'est pas du tout votre tasse de thé. Non, c'est pas ma tasse. En fait, disons que si je devais le dire honnêtement, j'essaye d'être à peu près honnête, c'est pas la communication non violente en soi, c'est comment la plupart des gens l'utilisent. C'est-à-dire que apprendre à communiquer de façon non violente, pourquoi pas ? Ça paraît évident quand même. Ça paraît assez évident, mais je trouve qu'on devrait aussi apprendre à s'énerver. C'est-à-dire que pourquoi la communication non violente ? En fait, je dis dans mon livre que c'est comme si on vous disait d'utiliser une petite cuillère pour tous les plats qu'on vous présente. Vous voyez, si vous avez je sais pas, un truc dans lequel il faut piquer, il vous faut une fourchette. Donc pourquoi n'utiliser que la communication non violente ? Non, il y a des moments où il faut être violent, il y a des moments où il faut dire écoute, tu m'emmerdes, et il faut le dire, il faut le dire de cette façon, parce que sinon ça passera pas. Donc la communication non violente, très bien, pourquoi pas utiliser la communication non violente ? Mais la plupart des gens vont utiliser la communication non violente pour masquer une violence, et je trouve qu'à ce moment-là, il n'y a rien de plus violent que la communication non violente. Quelqu'un qui va vous dire, par exemple, cette expression dont j'ai horreur, oui, j'entends bien ce que tu dis, mais voilà. Et j'ai envie de dire, mais en fait, non, tu m'entends pas. En fait, entends-moi vraiment. Je le sens en toi que tu m'entends pas. Donc, vas-y, métabolise ce que je viens de te dire. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites une différence entre le fait que quelqu'un vous dit j'entends bien ce que tu me dis et que vous ayez le sentiment qu'il n'écoute pas du tout. Qu'il n'écoute pas du tout, qu'il n'écoute pas. C'est une posture, donc. Une posture, une formule toute faite comme ça. Vous savez, quand vous appelez un schmurt téléphonique, là, je sais pas, vous appelez un standard, vous appelez... Un SVI, un serveur vocal interactif aujourd'hui. Exactement, et donc il y a quelqu'un qui vous répond, puis vous n'êtes pas content parce que le service n'a pas été correct, et puis vous avez la personne qui vous dit je suis désolé monsieur de ce dérangement, mais je ne peux rien faire pour vous. Et en fait, le gars, il s'en fout complètement. Il te dit, je suis désolé, mais tu sens qu'il n'est pas désolé. En fait, tu sens qu'il en a, mais strictement rien à foutre de ton problème. Et donc, je trouve que ça fait encore plus violence que de te dire, écoutez, vraiment, j'en ai rien à faire. C'est pas mon problème, ce qui vous arrive. Au moins, là, tu sais. Ouais, d'un autre côté, il a raison de ne pas le prendre personnellement, parce que c'est pas lui qui fabrique votre schmurtz. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais en même temps, à ce moment-là, quand le gars dit « je suis désolé » alors qu'il ne l'est pas,
alors que vous sentez bien qu'il ne l'est pas, soit il faut qu'il apprenne l'authenticité, et dans ce cas-là, il ne dit pas « je suis désolé », il dit autre chose, il dit quelque chose qui va mieux avec ce qu'il ressent vraiment. Mais en général, étant donné que nous, on est bien fichus les êtres humains, et que comme tout ce qui est vivant, on sent, on perçoit cette discordance, et bien du coup, ça nous fait violence. Et vu que dans notre société, c'est celui qui s'énerve qui a perdu, il y a un jeu comme ça où si tu t'énerves, ça veut dire que c'est toi qui est le méchant. Voilà, t'es le méchant de l'histoire, même si au fond tu as raison. Eh bien, on peut pas s'énerver en retour. On peut pas lui dire, écoute, arrête de me prendre pour une conne. En fait, t'es pas désolé. Donc dis-moi comment on va faire pour régler mon problème. Voilà. Et du coup, je trouve que ça crée des violences du quotidien au travers de cette communication non violente. Et les gens vont vous dire, mais enfin, je ne vous ai pas agressé, madame. En fait, je dis pas que tu m'as agressé, je dis que tu ne réponds pas, que tu n'es pas authentique, etc. Et puis on a de la non-communication, comme ça, on a du bruit qui se crée autour de cette communication non violente. Et aujourd'hui, vous assumez d'être sans filtre. Mais est-ce qu'on est dans une société où vraiment on peut dire tout ce qu'on pense et... Non, je crois pas. En fait, je sais pas si j'assume d'être sans filtre. Vous êtes de moins, enfin, il y a de moins en moins de filtres chez vous. Vous dites vraiment. Alors, vous voyez, il y a un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Vous êtes aligné avec vous-même, ou alors vous êtes congruente. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites ce que vous pensez. Oui. Vraiment. Tout à fait. Je fais un travail sur moi-même très difficile d'authenticité, d'essayer de ne pas être autre chose que ce que j'ai envie d'être, pas que ce que je suis au fond, puisque je prône l'existentialisme et pas l'essentialisme, mais ce que j'ai envie d'être. Et donc, voilà, quand je ressens quelque chose, mais c'est pas sans filtre non plus, parce que je vais pas dire... alors l'expression peut-être pas bonne. Alors. Ouais, voilà, ouais. Je dis pas du mal à quelqu'un, si je pense... que j'ai un abruti en face de moi et que le gars m'a rien fait du tout, je vais pas lui dire tiens, c'est un abruti. Vous prenez dans votre livre l'exemple d'un moment où vous partez en vacances au bord d'une piscine. Oui, exactement. Je vous laisse continuer. Oui, non, vous êtes quand même la méchante qui veut pas de bruit à la piscine et qui veut pas d'enfants. C'est ça. Alors, c'est pas que je veux pas d'enfants, parce que je suis avec mes enfants moi-même à la piscine. Mais mes enfants, ils sont militaires. Ils bougent pas, ils font pas de bruit. Et voilà. Et donc, je me retrouve dans 2 piscines différentes à 2 moments différents. Et puis, la première piscine, c'est la piscine des familles familiale. Voilà. Donc, c'est marqué écriteau piscine famille. Et donc, étant donné que c'est piscine famille, tout le monde considère que parce que l'écriteau est là, alors tout le monde peut se comporter comme un sagouin, quoi. Et donc là, il y avait une famille, c'était une famille russe, il se trouve que c'était une famille russe, peu importe, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Et vraiment, mais c'était, on pouvait pas entrer dans l'eau sans faire un gros machin, tout le monde s'appelait de loin, à 10 mètres de loin, ouais, hey, viens là. Et donc, voilà, je suis allée voir la maman pour dire stop, en fait. Et la dame m'a répondu, mais en fait... Très justement. C'est la piscine des familles. Et j'ai dit, ça n'empêche pas de se comporter correctement. Et elle donc me dit, vous partez à la piscine zen. Donc je pars à la piscine zen. Et à la piscine zen, là, j'étais pas impliquée. Il y a un jeune homme qui se met à... Pardon pour le micro. Il y a un jeune homme qui se met à écouter une vidéo et qui en fait profiter tout le monde. Donc il y a un monsieur qui va le voir et qui lui dit c'est la piscine zen, il faut pas faire de bruit. Donc je me suis dit, mais c'est hallucinant en fait, c'est pas parce que il y a un écriteau qui dit c'est piscine famille ou c'est piscine zen qu'il faut pas faire de bruit, c'est juste parce qu'il faut bien se comporter en fait dans la vie, c'est tout. Et je me dis que c'est hallucinant parce qu'aujourd'hui les gens se planquent derrière l'écriteau, derrière le contrat. Docteur Fanny Nussbaum est notre invitée aujourd'hui à l'occasion de la sortie de l'art de l'excellence, en finir avec la dictature des humanistes aux éditions Alizio. À quel moment est-ce que vous avez pris conscience que vous étiez différente ? Vous savez ça ? Je crois que j'ai toujours senti. Après, comme disait Romain Gary, je suis différent comme tout le monde. Donc, je crois qu'on prend tous conscience qu'on est différent parce qu'on est tous différents. Donc, je ne sais pas comment répondre à cette question parce que je dirais plutôt à quel moment je me suis rendu compte que je voulais marquer ma différence. Et ça peut-être c'est plus précis en moi ce moment-là. Je pense que c'est après m'être pris pas mal de coups dans la figure et notamment
notamment en étant jeune chercheur, jeune intellectuel, et où j'avais souvent des retours disant que j'étais pas top comme intellectuelle dans l'image que je renvoyais, parce que j'étais trop je faisais trop de blagues quand je faisais des conférences, où j'étais trop j'arrivais habillée de façon un peu je dirais pas très classique pour une conférencière et pour un chercheur, etc. Donc à ces moments-là, ou même un peu avant, quand je faisais ma thèse, j'avais souvent des retours comme ça disant que j'étais pas adaptée. Et puis donc à un moment, il m'a fallu choisir entre m'adapter, le faire, y aller au bout, mettre pour caricaturer mes petites lunettes, et puis me donner le costume de l'intellectuel. Voilà, et puis employer des mots un petit peu sérieux, ne pas dire putain, merde, etc. Et puis c'est autre chose que je dis pas non plus. Enfin là, je l'ai dit vraiment juste pour la provoque, mais. Et puis, donc l'autre choix, c'était me dire, en fait, finalement, j'ai un tableau blanc, et quelle personnalité j'ai envie de développer. Et je me suis dit, non, je vais plutôt aller dans cette voie, et puis me créer la personnalité que j'ai envie d'incarner. Et la vie qui va avec. Exactement. La vie, la profession et tout ce qui va avec. Oui, tout faire à la carte, en fait. À un moment, je le dis dans mon livre, j'ai eu l'opportunité, quand j'ai fini ma thèse, j'ai passé ensuite ce qu'on appelle une qualification de maître de conférence. Donc ça veut dire qu'on doit, une fois qu'on a sa qualification, qu'on obtient sa qualification, que j'ai obtenue, on a 4 ans pour trouver un poste d'enseignant-chercheur. Et puis finalement, je me suis dit, mais non, en fait, je veux pas. C'est super d'être chercheur à l'université. Enfin, j'ai beaucoup d'estime pour mes pairs qui font ça. Mais moi, je veux faire tellement de choses que je voudrais pas avoir ce poste-là qui m'arrête, et puis faire beaucoup d'administratif et tout ça. Et donc, finalement, j'ai pas cherché de poste, et je me suis dit, non, je vais être chercheur associé. Comme ça, je peux continuer à faire de la recherche, mais je veux pas être titulaire et avoir et pour tout, j'ai créé ma vie comme ça pour pouvoir faire tout ce que j'avais envie de faire de façon... Sans avoir à choisir au détriment peut-être de quelque chose que vous aimez faire. Oui, en fait, j'ai choisi la liberté, ou l'illusion de la liberté, parce que la liberté, c'est pas quelque chose qui existe vraiment, je pense. Mais voilà, j'ai cherché à me sentir libre tout le temps, et à pouvoir. J'aurais pas pu probablement proposer ce livre si j'avais été dans des courants très sur des rails très classiques. Normés, on va dire. La quête d'excellence, dites-vous, c'est votre plus grand levier. Et vous voulez faire de votre vie une œuvre d'art, alors au sens large. Est-ce que vous voulez nous expliquer ? Oui, en fait, je veux faire comme c'est qu'on fait maintenant, c'est-à-dire vivre des choses intenses tout le temps avec les gens que je rencontre. J'ai envie de voir les gens et que les gens me voient. C'est-à-dire que quand je suis en lien avec des gens, que ce soit pour une seconde ou pour une éternité, eh bien, j'ai envie que cette personne sente que j'ai posé mon regard sur elle, et qu'elle compte pour moi, que c'est pas un numéro, etc. Et pareil, pour moi, j'ai envie de ressentir la même chose dans les yeux de cette personne. J'ai envie de me sentir vraiment vue particulière. Et donc, voilà, dans tout dans ma vie, j'ai envie d'avoir des relations qui soient belles et intenses. J'ai envie de faire professionnellement le mieux avec moi-même. J'espère que j'ai pas encore fait le mieux avec moi-même, et que je peux faire encore plus, encore mieux. J'ai envie d'être la meilleure amie qui soit, la meilleure amoureuse qui soit, la meilleure maman qui soit, de faire de tout ce que quand les gens me rencontrent, j'ai envie qu'ils se disent waouh, je suis contente, ou je suis content. Mais c'est quoi? C'est une quête de perfection? Je crois pas, en fait. C'est une quête... alors si, pardon. C'est une quête d'excellence, c'est une quête de tendre... C'est tendre vers la quête. Donc ça veut dire on sait qu'on n'y arrivera probablement pas à cette perfection. C'est impossible, difficile, ou voire impossible. Mais
de tendre vers cette perfection, de toujours vouloir faire mieux, mieux dans la relation, mieux dans ce qu'on propose avec soi-même, mieux dans comment on s'utilise soi-même au quotidien. Je veux que ce soit beau, je veux qu'à la fin de ma vie, je me dise waouh, je sais pas, j'ai une tribu, j'ai un clan qui m'aime et que j'aime, j'ai des gens aussi qui me détestent, mais ils sont topissimes, ces gens qui me détestent. Et ça, ce que vous dites, c'est que vous assumez, et vous dites que c'est une de vos règles, d'ailleurs, oui. Les règles, enfin, un de vos 40 commandements pour agir avec grandeur, c'est d'assumer d'avoir des ennemis. Bien sûr, et puis d'avoir des ennemis qui sont à sa hauteur. C'est-à-dire que si vous avez des ennemis qui sont des pauvres gars qui vous mettent des petits commentaires sur LinkedIn, vous voyez, bon, c'est pas très glorieux d'avoir ces ennemis-là. Mais si vous avez des ennemis qui sont vraiment des cadors dans votre domaine et que là, il y a de bons fights avec ces ennemis-là, vous savez que vous êtes dans le rang des grands. Est-ce que vous savez quels sont vos super pouvoirs ? Bon, mon premier super pouvoir, c'est ma pensée. C'est celui que j'utilise au quotidien pour attaquer, pour me défendre, pour créer de la beauté autour de moi. Donc oui, je crois que ça c'est mon grand super pouvoir. Et puis après, vous en avez d'autres ? Je sais pas si j'en ai d'autres. Je crois que je suis assez créative, à vrai dire. Je peux et puis ouais, la relation à l'autre. La relation à l'autre, je crois que vraiment, je laisse pas indifférent et là, je parle d'amour. Là, cette fois-ci, je parle pas des ennemis, je parle des miens. Je crois que j'ai ce super pouvoir de relier les gens autour de moi. D'ailleurs, c'est un livre que vous avez écrit d'abord sous forme de lettres pour les vôtres. Pour mes enfants, oui, d'abord. Oui. Vous portez un regard sur la société, enfin, en tout cas, le rapport que la société a au monde du travail aujourd'hui. Comment est-ce que vous considérez ce rapport ? Je crois en fait, on cloisonne. Aujourd'hui, on a ce truc où on va au travail, on est censé finir à 16h03 et 30 secondes, et ce sera vraiment 16h03 et 30 secondes. Et bon, il y a cette stat que j'invente pas, qui est, je trouve, qui fait froid dans le dos, et dont je vous ai certainement déjà parlé. C'est l'Institut Gallup qui nous le donne. 6% des Français seulement se sentent engagés dans leur travail. Donc ça veut dire que vraiment très peu de gens. Ça fait plus de 90% qui ne sont pas vraiment engagés dans leur profession, leur quotidien. Qui ne se sentent pas engagés, donc qui ne se sentent pas bien dans leur travail. Parce que quand on ne se sent pas engagé, c'est qu'on ne sent pas que ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Et quand on demande à ces gens ce qui fait qu'ils ne se sentent pas bien dans leur travail, ils vous disent je me sens pas reconnue, je suis pas, j'ai l'impression d'être qu'un numéro, je suis interchangeable, on me valorise pas, j'ai l'impression que ce que je fais n'a pas de sens. Donc finalement, ce qu'ils vous disent, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils ne sont pas vus, ils ne se sentent pas vus. Personne ne pose son regard sur eux et ils ne se sentent pas différenciés. On leur apporte pas, ils se sentent pas importants. Et Nietzsche nous dit que l'essence de tout être humain, c'est la volonté de puissance. On a tous, enfin l'essence, ou le mode de fonctionnement de l'être humain. En langage des oiseaux. Oui, exactement. On va pas pardon. Donc vraiment, la volonté de tout être humain, c'est de la puissance, de se sentir puissant. Alors souvent, il y a des gens qui vont dire non, moi je veux pas me sentir puissant. Mais si, on a besoin de se sentir puissant dans le sens de important. À chaque fois qu'on se sent pas important dans un groupe d'amis, quand tout le monde parle et puis à soi, on demande pas et toi comment tu vas, on rentre chez soi, on dit vraiment j'ai eu l'impression qu'il y en avait que pour machin, mais moi j'ai pas du tout existé, par exemple. Ou au travail de la même façon, dans tous les groupes sociaux, à chaque fois qu'on se sent pas important, pas vu, alors on dépérit. Et au travail, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ce sentiment, et parce que il y a cette communication non violente d'abord, mais aussi parce qu'on perçoit le travail comme n'étant pas du temps pour soi. En fait, aujourd'hui, quand on dit je veux prendre du temps pour moi, le travail, ça n'en fait pas partie. Le temps pour soi, c'est du temps de loisir, du temps où on va se faire masser, où on va, je sais pas, faire du yoga, partir en voyage au bout du monde pour aller à la rencontre de soi-même, des choses comme ça. On va en profiter.
Ouais, c'est ça, exactement. On va profiter de soi et puis aller à la rencontre de soi, comme si soi c'était un objet sacré, comme ça, qui devait pas se construire, qu'on devait découvrir. Donc le travail, en ça, c'est pas du plaisir, c'est pas de la relation à l'autre facile, c'est pas léger. Il y a un peu de violence au travail et on refuse ça. On se dit non, en fait, c'est pas le temps pour moi, ça. Vous opposez d'ailleurs le déplaisir qu'il y aurait à travailler au plaisir qu'il y aurait à ne pas le faire. Et justement, oui. Le plaisir, ça serait en dehors. Oui, c'est ça. Tout le plaisir, il est en dehors du travail, comme si le travail ne construisait pas. Et je remets un peu en question l'idée du salariat tel qu'on le pratique aujourd'hui. C'est-à-dire que je me dis que, en fait, dans le salariat, il y a une déconnexion entre la tâche et la rémunération. Donc, on est là pour un temps. On est là pour passer son temps au travail. On a été recruté parce qu'on sait faire quelque chose. Mais au bout du compte, qu'on fasse excellemment bien ce travail ou qu'on le fasse moyennement ou qu'on le fasse nullement, au bout du compte, on sera payé de la même façon. L'important, c'est le temps qu'on passe au travail. Donc, il y a cette décorrélation entre la tâche et la rémunération, ce qui fait que je pense que à chaque fois qu'on est dans cette situation-là, on n'a plus cette volonté de faire au mieux pour pouvoir toucher son salaire. Vous dites que 80% des gens recherchent un CDI. Moi, j'ai quand même l'impression que ça s'inverse, que les nouvelles générations sont beaucoup plus des entrepreneurs que nous ne l'étions. Alors oui et non. En fait, je sais pas, je connais pas les stats et peut-être que vous pourrez nous les trouver, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui sont là dans cette idée de liberté. D'ailleurs, je crois qu'il y a 70% des jeunes qui ne veulent pas devenir manager, qui ne veulent pas avoir à manager des équipes parce que ça entraverait leur liberté, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir ce poids de responsabilité. Donc à la fois c'est encourageant, mais à la fois ça fait peur, je trouve. Ça fait peur, pas tant que ça. Mais j'ai perdu la question. Quelle était-elle ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes voulaient entreprendre, oui, et refusaient le fait d'être un CDI. Oui, exactement. Merci de m'avoir rattrapé au vol sur cette question-là. Et donc, c'est vrai que les jeunes ont envie d'être libres, mais en même temps, ils recherchent beaucoup de sécurité. Ils ont ce besoin d'être sécurisés par l'environnement. Voilà, et on parle de l'art de l'excellence avec le docteur Fanny Nussbaum ce matin. En finir avec la dictature des humanistes aux éditions Alizio. Alors il y a des gros mots aujourd'hui comme les mots élite, performance, compétition. Comment ce sont devenus des gros mots ? Je crois que ce sont devenus des gros mots à cause de la victimisation qu'on utilise beaucoup, à cause de la vulnérabilité qu'on utilise beaucoup. J'ai été assez marquée, je disais récemment que je me suis formée aux réseaux sociaux, à communiquer sur les réseaux sociaux, ces choses-là qu'on doit savoir maîtriser aujourd'hui. Et dans une de ces formations, il y avait une jeune femme qui disait vraiment, c'était le titre, utilisez votre vulnérabilité. Donc elle expliquait comment elle avait montré sa dépression, les cachets qu'elle prenait, etc. Et j'ai trouvé ça terrible en fait, parce que quand je vois que plein de best-sellers parlent de comment je me suis fait maltraiter, tout ce que j'ai vécu de difficile, etc. Et que quand quelqu'un publie un post en disant voilà comment j'ai souffert, alors là personne ne le connaît, puis tout d'un coup, bam, ça fait des milliers de vues sur les réseaux. Je pense que vraiment on est dans cette ère où la vulnérabilité est très tendance, et donc on se victimise, on valorise sa vulnérabilité. C'est vraiment devenu une monnaie d'échange, et je crois que dans cette culture où quand on se montre fragile, quand on se montre hypersensible, quand on se montre doux, être quelqu'un d'humain aujourd'hui, quand on dit c'est quelqu'un de très humain, ça veut dire que on le voit tout de suite, quelqu'un de très humain, c'est quelqu'un de doux, de gentil,
Voilà, qui a ce bienveillant. côté-là. Bienveillant, exactement. Et pourquoi être bienveillant avec tout le monde, en fait? Pourquoi vouloir du bien à tout le monde? Mais c'est comme pourquoi être malveillant. C'est-à-dire, je vais pas chercher à être malveillante avec tout le monde, mais je vais pas chercher à être bienveillante avec tout le monde. Je vais être bienveillante avec ceux avec qui je suis en interaction. Je leur veux pas de mal, mais je leur veux pas particulièrement de bien. Vous savez, c'est comme le bonne année. On va dire bonne année à quelqu'un, mais en fait, moi, je dis pas bonne année, je sais pas, un collègue de travail ou quelqu'un que, je m'en fous qu'il passe une bonne année. Mais c'est le vivre ensemble, Fanny. Oui, vous avez complètement raison, c'est le vivre ensemble. Donc il y a des choses, vous pouvez me dire dans ce cas-là, bah oui, mais alors pourquoi tu dis bonjour et au revoir? Parce que tu t'en fous qu'il passe une bonne journée. Et vous auriez complètement raison. Donc en effet, je dis bonne année moi aussi. Mais en soi, il y a des choses comme ça qui sont devenues obligatoires, où on doit vraiment être quelqu'un de bienveillant. Non, on ne doit pas être bienveillant avec tout le monde. Donc, pourquoi performance, élite, excellence, ce sont devenus des gros mots? Parce que je crois qu'il y a une mode, et je pense que probablement elle nous vient de Jésus, il y a une mode à être vulnérable. Les premiers seront les derniers. Cette idée de si tu es quelqu'un de vulnérable, tu es quelqu'un de bien. Et vous voyez dans toutes ces publications de vulnérabilité ou de victimisation, vous voyez que ces gens ont des commentaires où on leur dit toujours bravo de ton courage de l'avoir dit. Voilà, il y a cette idée de on est courageux quand on expose sa vulnérabilité. Et on n'est pas valorisé quand on expose sa force, sa performance. Oui, exactement. Quand on expose sa force, sa performance, quand on dit ouais, je suis super fière de moi, c'est vraiment bien ce que j'ai fait. Alors là, on est le dernier des mauvais, quoi. On incarne le mal. Et c'est marrant parce que souvent, les gens qui vous disent j'assume, vous savez cette expression j'assume, souvent c'est pour quelque chose de négatif. Ils vont faire quelque chose de pas bien, ils vont dire j'assume, j'assume ce que j'ai fait, c'est pas bien, mais je l'assume. En revanche, il y a personne qui assume d'avoir fait quelque chose de bien. Vous savez, quand on interviewe quelqu'un qui a fait quelque chose de bien, il faut toujours qu'il vous dise non, c'est pas si exceptionnel, ou je pensais pas, c'est vraiment une chance pour moi d'être là aujourd'hui. Vous voyez, ils disent pas ouais, ce que j'ai fait, ça tue sa race, c'est exceptionnel. J'adore ce que j'ai fait. Parce que ça pourrait être pris pour trop d'ego. Mais, et en quoi c'est mal, trop d'ego? Vous voyez, on dit toujours que les gens quand vous voyez quelqu'un de timide, vous allez dire il faut que tu travailles ta confiance en toi. Tu sais, je connais quelqu'un de bien, va faire de la thérapie cognitivo-comportementale, lis le livre de machin, le super pro de la confiance en soi, c'est Frédéric Fanget, c'est un ami, lisez ses livres, ils sont super top. Confiance en soi. Donc vas-y, va lire les livres de Frédéric Fanget sur la confiance en soi. Mais par contre, quelqu'un qui a soi-disant trop de confiance, c'est quelqu'un qui montre une confiance forte, on va dire mais vraiment, mais quel prétentieux, mais quelle arrogance, mais quel... Il se la pète. Il se la pète, exactement. Ouais. Donc on est dans cette société schizophrène où soi-disant il faudrait travailler sa confiance en soi. Alors les trucs, les exercices, il faut pas que ce soit trop vous regardez dans le miroir puis vous dites je suis fort, je t'aime, vous mettez des petites bougies à chaque fois que vous avez réussi à parler devant un public, vous mettez une petite bougie comme les alcooliques anonymes, vous savez, ou un petit vous mettez votre petit jeton, vous gagnez votre petit jeton. Voilà, vous faites des petits trucs comme ça, mais si un jour vous vous mettez à être vraiment confiant et à dire mais je suis le meilleur et je vais tous vous éclater. Et si vous assumez votre ambition, peut-être mais même. Oui, exactement. Et là vous devenez un mauvais. Et je ne crois pas qu'il faille devenir quelqu'un qui soit justement prétentieux, prétendre quelque chose qu'on n'est pas ou qu'on n'a pas fait réellement. Ça, c'est du mensonge. Donc un prétentieux, c'est pas quelqu'un de bien dans le sens où il ne dit pas la vérité, mais montrer qu'on est fier de son travail, montrer qu'on est fier de ce qu'on a fait, pourquoi pas? Ce ne sont pas les meilleurs élèves qui réussissent le mieux professionnellement, mais généralement des élèves médiocres à l'école. Vous nous expliquez ?
Oui, alors il y a une stat, je ne saurais pas vous la C'est retrouver, intéressant, ça. ouais. Qui montre que c'est plutôt les élèves médiocres. Donc médiocre, hein, ça veut dire moyen pour l'étymologie, ça ne veut pas dire mauvais, nul. Ah oui, parce que médiocre, oui. Sinon, si on le comprend dans un sens courant, ça veut dire les pas très bons. Ouais. Voilà, hein, donc c'est médiocre. Enfin, je crois même que la stat, elle doit dire que c'est entre nul et moyen, plutôt les gens qui réussissent, faudrait la retrouver. Donc voilà, les gens qui réussissent super bien à l'école, c'est très très bien pour eux, mais très souvent ce sont des gens qui sont habitués à travailler de façon très académique. Et en fait, quand on est dans un système académique, évidemment que c'est valorisé de savoir bien travailler de façon académique. Mais quand on est dans la jungle qu'est la vie professionnelle, et moi j'adore cette jungle, eh bien là, on n'est pas le meilleur quand on est très académique. Dans la vie quotidienne, on a besoin de gens qui savent attaquer, qui savent aller chercher ou trouver les opportunités et y répondre. Voilà, on a besoin de gens qui sont plutôt des attaquants. Et quelqu'un qui est très académique, c'est souvent pas un attaquant. Alors, vous n'êtes pas féministe. Et sans être masculiniste, vous prenez quand même, et sans prôner non plus le retour à une société patriarcale, vous voulez créer par opposition à la matrice ce que vous appelez, vous, la patrice. Qu'est-ce que c'est que ce concept ? Oui, alors voilà, encore un nouveau mot. Vous voyez, je m'amuse beaucoup dans la vie. Donc la patrice, en fait, je pense que nous sommes dans une société qui est matricielle, pas matriarcale, mais matricielle, qui est une société de la mère, du féminin. On doit protéger tout le monde. On met en action plein de systèmes pour protéger les gens, pour faire en sorte qu'ils soient en sécurité. La sécurité est une priorité, donc je ne dis pas qu'il ne fallait pas sécuriser les gens, mais là, on a fait de la sécurité une priorité. On parle toujours, quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a bien sécurisé son environnement. Et dans toutes nos relations, en fait, je pense que nous sommes dans une ère qui est très féminine, où les codes sont très très féminins. On a parlé de la communication non violente, de l'hypersensibilité. Un homme qui est bien, c'est un homme hypersensible. C'est un homme qui sait montrer sa fragilité, sa vulnérabilité, sa douceur, etc. Ça, c'est l'homme bien. C'est pas El Macho, l'homme bien aujourd'hui. À l'école, de la même façon, les enfants. Alors vous dites qu'à l'école, les filles réussissent mieux. Tout à fait. Les filles réussissent mieux et sont beaucoup plus valorisées par le système parce que elles sont plus sages, elles sont moins hyperactives. Les garçons sont bougeons, ils sont hyperactifs, ils se battent, ils ont plus d'énergie. Souvent, les filles sont plus empathiques, mais les garçons sont plus hyperactifs. Et ça, c'est pas du tout valorisé à l'école, ce qui fait que les garçons prennent beaucoup plus d'heures de colle, de punitions, de mauvais points que les filles à l'école. Et très souvent, les garçons souffrent d'avoir été à l'école, d'avoir vécu ça. Et on ne met pas en place de béquilles pour eux, alors que plus tard, les garçons, on le sait, les hommes sont plus performants, parce que justement, peut-être moins académiques que les filles. Parce que vous êtes une spécialiste de la performance. De la performance, voilà. Exactement. Donc c'est ça qui exactement. Et donc, nous, les femmes, on s'en plaint suffisamment que les hommes soient plus performants que nous. Alors, souvent, on met la faute sur le système. Mais et ce système nous apporte des béquilles. Et c'est contre ces béquilles que je suis, parce qu'évidemment, en tant que femme, vous imaginez bien que j'ai pas envie qu'on maltraite les femmes, j'ai pas envie d'être maltraitée parce que je suis une femme. Mais je pense que les béquilles qu'on nous apporte, les quotas, ou de dire, il y a pas longtemps, je sais pas quand c'était, là commence le festival de Cannes, il y a eu un festival de Cannes où le directeur du festival de Cannes a dit, entre deux films, si on a deux films qui sont de même niveau et qu'il y en a un qui est dirigé par une femme, alors on valorisera celui qui est dirigé par une femme. Alors, du coup, je me suis dit, bon, d'accord, alors et si en face, le gars, il est homosexuel, noir et je sais pas quoi, je sais pas quoi, quelle autre communauté, alors qui est-ce qui gagne? Voilà, et je me dis, c'est pas j'ai une fille que j'adore, ma chérie, si tu m'entends, Rose, je t'aime,
j'ai pas envie que ma fille grandisse avec des béquilles. J'ai envie de lui apprendre à être comme toutes ces femmes de l'histoire qui ont vécu à Hatshepsut, l'égyptienne, je me dépêche, mais Frédis, etc. Enfin, toutes ces grandes femmes de l'histoire, elles n'étaient pas dans des sociétés où on les sécurisait et pourtant elles ont réussi. Et je veux que ma fille ce soit pareil. Bon, c'est un des 40 commandements pour agir avec grandeur du docteur Fanny Nussbaum. Pas de consensus, on voit, vous êtes sans consensus. Votre livre, L'art de l'excellence, fait réfléchir. On n'est pas toujours d'accord avec vous, mais ça pose des idées en tout cas, et vous produisez beaucoup d'idées. Merci d'avoir été avec nous. Vous réécouterez l'émission podcast sur beurrefm.net et vous retrouverez cette émission sur tous les serveurs. Aujourd'hui, vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube et très belle journée santé sur Beurre FM.